Je veux te montrer quelque chose. C'est l'un de ces cas où une image vaut 1000 mots. Voici la densité du trafic maritime mondial. Elle montre le nombre total de positions AIS transmises par tous les navires entre 2015 et 2021. Les données incluent les navires commerciaux, les bateaux de pêche, les navires à passagers, les bateaux de plaisance, ainsi que les navires citernes d'hydrocarbures. Ce que vous voyez, c'est essentiellement le système nerveux du commerce mondial. C'est ce qui fait tourner le monde. Bienvenue sur Caspian Report. Je suis Shervan, votre hôte, enthousiasmé par l'épisode d'aujourd'hui. Au fait, je fais la vidéo dans ce format parce que c'est plus abordable, plus rapide et, en gros, plus facile pour transmettre l'information. Maintenant, rapprochons-nous des Caraïbes. On peut tout de suite apprécier la position stratégique de Cuba. Elle se trouve pratiquement à l'embouchure du golfe du Mexique. Chaque navire entrant ou sortant du golfe doit passer par quelques couloirs maritimes qui longent Cuba. Ces routes relient la côte du Golfe à l'Atlantique et par extension à l'économie mondiale. Aujourd'hui, la côte du Golfe, en particulier le Texas, abrite certaines des plus grandes raffineries de pétrole des États-Unis, des terminaux d'exportation de GNL, des installations pétrochimiques, des bases navales et des ports commerciaux. Laissez-moi simplement activer les terminaux de GNL pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc ceci montre les terminaux de GNL des États-Unis. Le violet représente les terminaux d'exportation et le rose représente les terminaux d'importation. Remarquez ce vaste regroupement d'infrastructures juste ici, près de la côte. Laissez-moi activer les raffineries maintenant. Désactivons la couche précédente pour une vue plus claire. Voici donc les raffineries américaines, ou même mondiales d'ailleurs. La source couvre l'ensemble du globe. Plus la bulle est grande, plus la production augmente. Encore une fois, le Texas et la Nouvelle-Orléans se distinguent. L'application que j'utilise s'appelle Delta Sweep. C'est notre propre centre d'intelligence. Il possède des dizaines de fonctionnalités comme ce que vous voyez. Et c'est essentiellement la plateforme où nous faisons nos recherches. Pour plus d'informations, visitez deltasweep.com. Bref, si nous activons tous les fleuves, vous avez un aperçu du système du Mississippi. C'est le réseau fluvial commercialement navigable le plus vaste au monde. Il réduit considérablement les coûts de transport des marchandises volumineuses par rapport au commerce terrestre. Et l'ensemble du réseau fluvial ne nécessite pratiquement aucun entretien, et il couvre quasiment tout le territoire des États-Unis. Même lorsque nous supprimons les rivières, rien qu'en mesurant la densité du trafic maritime, on peut encore distinguer la configuration du Mississippi. Cette ville, par exemple, pratiquement au centre de l'Amérique du Nord, est reliée par un fleuve commercial navigable, aux océans ouverts. Sans ce système fluvial unique en son genre, l'Amérique ne serait tout simplement pas le même pays. Elle ne serait probablement pas la puissance économique et industrielle qu'elle est. Je vais activer la carte nocturne rapidement. Celle-ci a été réalisée par la NASA, c'est probablement ma fond de carte préférée. Ce qui est intéressant avec celle-ci, c'est qu'elle sert aussi à mesurer la densité démographique. Environ 70% de la population mondiale vit à une journée de voyage de la côte, mais si l'on inclut les rivières, ce chiffre devient bien plus élevé. Et c'est essentiellement ce que vous voyez ici. Toutes ces villes, toute cette vie économique et culturelle serait très différente sans le Mississippi. Laissez-moi réactiver les rivières. Oui, ça a l'air bien. Donc tout cela s'assemble pour créer une vision plus large. Et c'est précisément pour cela que j'utilise Delta Sweep pour revoir tout ça. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'une grande partie des exportations et importations d'énergie des États-Unis, ainsi que de l'activité commerciale, passe par le Mississippi. Elle s'infiltre ensuite dans le golfe du Mexique, puis traverse les Caraïbes. C'est ce qui alimente l'industrie et la consommation américaine. Cuba, cependant, est le goulot d'étranglement. Maintenant, supposons, pendant 1 minute, que dans 50 ans, dans une chronologie très différente de la nôtre, une puissance hostile parraine Cuba et l'équipe d'armes tactiques, suffisamment pour perturber le commerce passant par l'un des principaux passages maritimes.
La distance entre Cuba et la Floride n'est que d'environ 250 km, mesurée de côte à côte. Mais si vous deviez la mesurer jusqu'à Miami, par exemple, la distance serait d'environ 440 km. Pendant ce temps, il n'y a qu'environ 300 km jusqu'à la côte du Mexique. Cependant, quelle que soit la façon dont vous la mesurez, ces distances peuvent facilement être parcourues par des drones aériens. Récemment, Axios a rapporté que Cuba avait acquis plus de 300 drones militaires selon un responsable américain anonyme, et que ces drones seraient déployés contre la base militaire américaine de la baie de Guantanamo et à Key West, en Floride. J'ai mis ce flux en favori spécialement pour cette vidéo. Et plus récemment, selon le Wall Street Journal, les services de renseignement américains ont identifié des activités de renseignement chinoises et russes à Cuba. Très probablement, ils exploitent des sites de renseignement d'origine électromagnétique sur l'île, ce qui, en termes simples, signifie qu'ils écoutent, interceptent et analysent les communications et émissions électroniques. Et tout cela pourrait être lié aux navires de guerre américains entrant ou sortant du golfe du Mexique, ou aux émissions radar provenant des exercices militaires, ou peut-être même aux communications provenant d'installations comme la station de la Force spatiale de Cap Canaveral. Bien sûr, une attaque contre le territoire ou les biens des États-Unis serait un suicide pour Cuba. Et aucun analyste sérieux ne croit que l'île représente une menace pour les États-Unis aujourd'hui. Toute accumulation militaire hostile de grande ampleur à Cuba serait détectée bien avant qu'elle ne devienne opérationnelle. Mais la géographie a une façon de survivre à la politique. Donc c'est totalement irréalisable. Mais malgré tout, Cuba pourrait bien être la seule vulnérabilité géographique des États-Unis. Si, dans des décennies, une puissance rivale veut infliger un sérieux revers aux États-Unis, Cuba serait le moyen de le faire. Non pas parce qu'elle pourrait vaincre les États-Unis, mais parce qu'elle se trouve à côté de certaines des routes maritimes les plus importantes de l'hémisphère occidental. L'île fonctionne comme un porte-avions insubmersible positionné à l'entrée du golfe du Mexique. Entre des mains amicales, Cuba est largement insignifiante, mais entre des mains hostiles, elle devient impossible à ignorer. Et c'est précisément ce qui la rend si unique. Contrairement à la plupart des défis potentiels pour les États-Unis, celui-ci est géographique plutôt que politique. Le fait est que les gouvernements changent, ils montent et ils tombent. Même les alliances comme l'OTAN évoluent avec les tendances. La géographie cependant demeure. Et c'est précisément dans cette optique que Trump intensifie maintenant la pression sur Cuba. Il ne peut tout simplement pas permettre que l'hémisphère occidental devienne, de quelque manière significative, un terrain de jeu pour des rivaux géopolitiques, à savoir la Chine et la Russie. Quoi qu'il en soit, revenons à la carte. Effaçons tout et revenons à la carte de base par défaut. Maintenant, activons le suivi des navires. D'accord, c'est là que ça devient intéressant. Il y a actuellement 3 porte-avions dans la région. Nous avons le Nimitz ici, mais nous avons aussi 2 groupes amphibies prêts à intervenir. L'Iwo Jima est actuellement à Porto Rico, et le Kearsarge est à la Nouvelle-Orléans. Aucun de ces porte-avions n'était là il y a 1 semaine. Laissez-moi vous montrer. Voici les positions d'il y a 7 jours. Là. Donc, les 3 porte-avions et leurs navires d'escorte convergent tous vers les Caraïbes. C'est très inhabituel. En fait, c'est maintenant le plus grand déploiement naval au monde en dehors du Moyen-Orient. Tu sais quoi ? Comparons rapidement les deux. Passons à la mer d'Arabie. Rapprochons-nous un peu. Voici donc l'armada qui a mené la guerre contre l'Iran. Vous avez 2 groupes aéronavals, un groupe amphibie prêt à intervenir, et une douzaine de navires opérant indépendamment. Au fait, cette application Delta Sweep, c'est essentiellement comme ça qu'on suit tout ça. Nous la lançons pour le public. Elle ne coûte que 6 $ par mois. Mais grâce à l'application, nous avons pu faire des prédictions assez folles par le passé. Bref, revenons aux Caraïbes. Donc,
L'armada ici n'est pas aussi grande que dans la mer d'Arabie, mais en même temps, Cuba n'est pas aussi armé que l'Iran. Mais ce qui est important, c'est la distance et la géographie. La proximité de Cuba avec le territoire américain signifie que, techniquement, les États-Unis peuvent exercer une violence stupéfiante sur l'île avec peu ou pas d'avertissement, ni de préparation. Il y a suffisamment de bases, rien qu'en Floride, pour neutraliser rapidement les forces conventionnelles de Cuba. Alors pourquoi, dans ce cas, ressent-on le besoin de déplacer des porte-avions dans la région ? Eh bien, rien n'est aussi intimidant qu'une armada stationnée juste devant chez vous. Trump a évoqué à plusieurs reprises l'idée d'envahir Cuba, mais avec la marine américaine qui se déplace dans la région. Cela envoie le message que les États-Unis peuvent agir instantanément, sans aucun avertissement. Des porte-avions pour faire passer le message. Ils incarnent le summum de la capacité américaine de projection de puissance. Le Nimitz, l'Iwo Jima et le Kear Sarge sont là pour effrayer et contraindre les Cubains à se soumettre. Mais pour que cela fonctionne, la menace doit être tangible, visible et surtout prête et capable d'être utilisée dans une opération militaire si nécessaire. D'où la présence des 3 porte-aéronefs dans les Caraïbes. Donc en ce moment, le Pentagone a tous les moyens en place pour lancer une attaque militaire contre Cuba. La capacité est là, tout est en place. Tout ce qu'il faut, c'est la décision politique, le feu vert final de Trump. Supposons maintenant que cela se produise. Une opération militaire peut prendre de nombreuses formes différentes. Les États-Unis peuvent capturer les dirigeants cubains comme ils l'ont fait avec celle du Venezuela, mais ils peuvent aussi lancer des frappes de précision sur Cuba. L'USS Gridley, par exemple, est un destroyer lance-missiles. Cela signifie qu'il peut lancer des missiles de précision sur des cibles à terre. Encore plus intéressant, l'USS Kearsarge a récemment accosté à la Nouvelle-Orléans. C'est un navire amphibie. Il transporte environ 2500 Marines. Donc, si les choses tournent mal, il y a toujours l'option d'envahir réellement Cuba, avec des soldats sur le terrain. Laisse-moi te montrer quelque chose. Voici la bathymétrie du fond de l'océan. Ces contours indiquent la profondeur. Pour une assaut amphibie, il faut des eaux peu profondes, avec des pentes douces, mais pas trop peu profondes non plus. Si l'eau est trop peu profonde, les navires ou engins de débarquement pourraient s'échouer plus loin au large. Mais si la pente est trop raide, les péniches de débarquement risquent de ne pas pouvoir s'échouer du tout. Ou alors les véhicules devraient avancer plus loin, ou un goulot d'étranglement avec les troupes pourrait se former. Les opérations amphibies sont vraiment parmi les opérations militaires les plus complexes qui existent. La liste des pays capables de le faire de manière compétente est étonnamment courte. Il n'y a qu'une dizaine de pays dans le monde qui peuvent réellement le faire. Mais de toute façon, la zone idéale pour un débarquement sur une plage se situe entre 10 et 20 mètres de profondeur au large. Donc dans le cas de Cuba, c'est ici et ici. Je vais passer ceci. Ce sont des récifs et des archipels fragmentés. Vous ne voulez pas envoyer les Marines là-bas. Mais vous pouvez les envoyer ici et ici. Encore plus de récifs, ici c'est non. Croisons maintenant avec la densité du trafic maritime. Il est clair que cela nécessite une étude plus approfondie. Normalement, il faudrait faire une étude à une résolution encore plus fine. Mais pour un aperçu préliminaire, cela semble correct. Toutes ces zones marquées sont des endroits adaptés à une assaut amphibie. Maintenant, en regardant les choses sous un angle démographique, activons le fond de carte nocturne. Vous pouvez vraiment voir les centres de population de Cuba maintenant et quels endroits doivent être prioritaires. Donc, vous pourriez débarquer les Marines ici à effectif complet et en sécurisant cette ville ou ses environs immédiats, vous couperiez l'île en deux. Pendant ce temps, vous pourriez parachuter des unités aéroportées près de la Havane. Donc oui, le Pentagone n'est pas vraiment à court d'options. Mais la principale raison pour laquelle j'évoque cette invasion amphibie, c'est à cause de la politique intérieure de Cuba. Évidemment,
En ce qui concerne la guerre, les États-Unis préféreraient largement qu'elle soit violente mais brève, comme au Venezuela. Le problème, c'est que Cuba est davantage ancré idéologiquement. Il n'y a pas de remplaçant qui céderait facilement aux exigences de Washington, tout simplement parce qu'il n'existe pas de société civile forte, ni de mouvement d'opposition à Cuba. Cela signifie que si une mission d'exfiltration échoue à obtenir des résultats, une opération militaire à grande échelle s'ensuivrait. Cela ne veut pas dire que la guerre et l'invasion auront lieu. Cela signifie simplement que l'option et la capacité pour une telle opération existent. Que cela se produise réellement ou non est une décision politique. Tout dépend de Trump. Fait intéressant, l'USS Nimitz est arrivé dans les Caraïbes le même jour où le ministère de la Justice a annoncé des accusations de meurtre contre l'ancien président cubain de 94 ans, Raúl Castro. Regardez ce flux. L'inculpation judiciaire et le renforcement naval rappellent étrangement ce qui s'est passé au Venezuela, ce qui a finalement abouti à un raid qui a capturé Maduro. Après la capture de Maduro, il a été emmené aux États-Unis pour faire face à des accusations liées à un complot de narcoterrorisme. Alors, si les négociations diplomatiques échouent, les États-Unis pourraient utiliser des avions de chasse basés en Floride et à Porto Rico pour neutraliser les défenses aériennes de Cuba, ce qui permettrait ensuite des opérations aériennes plus larges à partir des porte-avions à proximité. Raúl Castro et Díaz-Canel seraient probablement parmi les principales priorités. Quoi qu'il en soit, avec les inculpations légales en place, il semble que Trump crée un prétexte pour une opération des forces de l'ordre américaines visant Cuba. Ce serait bien sûr une opération militaire à tout point de vue, mais elle serait légalement présentée comme une opération des forces de l'ordre. Maintenant, je me méfie aussi d'Axios et du Wall Street Journal, le moment choisi et la manière dont ces deux journaux présentent les choses. On dirait un consentement fabriqué. Ça me rappelle quelque chose. Les États-Unis font délibérément fuiter des informations pour construire un dossier politique, un récit politique en faveur d'une action militaire, en présentant Cuba comme une menace imminente pour la sécurité nationale américaine. Par-dessus tout, la mise en place de tout cela, c'est-à-dire les porte-avions, l'inculpation légale, les fuites dans les médias. Tout cela montre qu'il y a réellement une construction d'un dossier militaire et politique en vue d'un conflit avec Cuba. Cette option, le conflit avec Cuba, est réelle. Peu de gens s'en rendent compte. Espérons qu'aucune n'arrive. Mais si cela arrive, avoir une certaine compréhension de la situation vaut mieux que d'y aller à l'aveugle. Le seul problème que je vois, c'est que beaucoup des grands navires de guerre approchent maintenant les 10 mois en mer, ce qui dépasse largement les 6 à 7 mois habituels. Le Pentagone doit éviter de surexploiter les équipages et les forces navales, car il y a déjà une opération en cours dans la mer d'Arabie. Donc peut-être que la seule contrainte de l'Amérique, c'est le timing. Enchaîner des déploiements longs, les uns après les autres, finit par peser avec le temps. Quand vous gardez un porte-avions en mer pendant plus de 10 mois, le temps de révision et de réparation de ces navires s'accumule une fois qu'ils reviennent au port. Regarde ça. Rien qu'à Norfolk, il y a 4 porte-avions et 2 porte-aéronefs amphibies en cours de maintenance. Pendant ce temps, ici à San Diego, il y a 1, 2, 3, 4 porte-avions à quai et un autre à Seattle, l'USS Ronald Reagan. Donc, plus les navires restent en mer longtemps, plus la maintenance prend du temps, ce qui vous laisse moins d'options à l'avenir. Avant de conclure, une petite remarque à propos de Delta Sweep. Tout ce que vous avez vu dans cet épisode. La densité du trafic maritime, les cartes de base, le suivi des navires, les flux de renseignements, les couches d'infrastructures, les courbes de profondeur marine, les mouvements d'aéronefs et les chronologies historiques. Tout cela, et bien plus encore, est disponible sur la plateforme. À l'origine, nous avons créé Delta Sweep pour nos propres besoins de recherche, principalement parce que nous en avions assez de passer d'un outil à l'autre et d'un programme à l'autre. Mais avec le temps,
C'est devenu la colonne vertébrale de notre façon de suivre les développements géopolitiques et de repérer les tendances avant qu'elles ne fassent la une des journaux. Certains d'entre vous reconnaîtront peut-être les cartes de base et les fonctionnalités comme la densité du trafic maritime de nos anciennes vidéos, ou même cette carte de base avec ses couleurs vives. C'est l'une de mes préférées. Et nous l'avons également incluse dans l'application, comme ça vous voyez que c'est bien réel. Maintenant, si vous aimez ce genre d'analyse et que vous souhaitez explorer les données par vous-même, envisagez d'essayer Delta Sweep. C'est seulement 6 $ par mois. Chaque abonnement nous aide à améliorer la plateforme, à ajouter de nouveaux ensembles de données et à continuer de développer des outils pour les personnes qui souhaitent mieux comprendre les événements mondiaux. Le lien se trouve dans la description. Nous serions ravis de vous compter parmi nous. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et au revoir!